suis là pour vous parler, vous savez, de personal branding. Donc aujourd'hui, j'ai un peu capté votre positionnement par rapport au personal branding un peu à tous, mais qui a déjà des réseaux sociaux ou un blog ou, je sais pas, une chaîne YouTube à son nom et qui a commencé déjà un peu à poster en son nom? J'en ai 2,5. Ok. Les autres, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a une appréhension, une peur, ou est-ce que c'est juste parce que pour l'instant vous y pensez mais vous ne l'avez pas encore fait? Qui a peur? Qui a peur? Non, personne n'a peur. Si Jean-Charles, c'est pas de la peur, mais j'ai l'appréhension. Je suis gêné de me mettre en avant. J'assimile ça à l'ego. Ok. Pour vous, qu'est-ce que le personal branding? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une définition en tête, quelque chose en une phrase qui peut me résumer le personal branding? N'ayez pas peur. Cultiver une image personnelle d'une entreprise. Voilà. Alors ça, j'aime bien cultiver une image autour d'une entreprise, c'est super. Le personal branding, en fait, ce n'est rien d'autre que du professional branding que les marques font depuis des années et des années. Seulement, c'est adapté à de l'humain. Le personal branding, c'est quoi? C'est vendre une expertise. C'est rien d'autre que ça. Avant, vous étiez dans une société, une grosse société, et vous contribuez de par votre expertise à l'image de la société. Et l'image de la société, en fait, vous réalisez sur vous. Ah, je fais partie de ça. Aujourd'hui, le personal branding, c'est quoi? C'est d'inverser cette tendance et de dire, c'est moi qui ai l'expertise. Pas l'entreprise peut-être, mais je suis en tant qu'individu une expertise, et donc je peux apporter de la valeur ajoutée en tant qu'individu, pas parce que je suis chez un tel ou un tel. Très rapide, petite rétrospective sur le personal branding. En fait, le professional branding, c'est un peu l'ancêtre du personal branding, il est apparu dans le livre, je ne sais pas si vous connaissez, Positioning de Elias et Trout, je donne son prénom, Jack Trout. En fait, c'est un livre que je vous conseille vraiment, qui est super intéressant. Très rapidement, en fait, qu'est-ce qu'ils expliquent? Ils expliquent que dans un marché qui est comblé d'acteurs, de concurrents, dans une société qui est capitaliste, tout le monde va essayer d'avoir le monopole. Sauf que les clients qui sont présents sur ce marché, ils n'ont pas une attention infinie. Je vais vous poser une question très simple. Si je vous dis boisson gazeuse marron, vous dites quoi tout de suite? Pepsi. Ah. Donc la majorité ont dit Coca et une personne a dit Pepsi. Après avoir dit Coca. Après avoir dit Coca. Voilà. Et ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Après avoir dit Coca. Pourquoi? Parce que en tant que client, en tant que consommateur, en tant qu'être humain, on a tous un cerveau qui fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'on emmagasine en permanence de l'information, toujours. Par contre, la particularité de notre cerveau, c'est que quand il doit restituer cette information, il la restitue toujours de la même manière, de manière hiérarchique. Tu l'as dit toi-même, j'ai dit Coca et après j'ai dit Pepsi. Tu n'as pas dit les deux en même temps. Non. Il y a toujours une hiérarchie dans ce que le cerveau peut redonner. Ries et Trout, ce qu'ils expliquent, c'est que dans un marché où il y a énormément d'acteurs qui sont en concurrence, il faut se faire une place pour être le leader. Sauf que c'est très compliqué. Si demain je dis boisson gazeuse, aller passer devant Coca-Cola, c'est impossible. Donc ce qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle une niche mentale. Une niche mentale dans l'esprit de vos consommateurs, c'est-à-dire un biais détourné, quelqu'un des connaissances en SEO, le mot-clé long trail, ça vous dit quelque chose? En fait, l'idée, c'est de se dire, on prend un mot-clé, boisson gazeuse, et on va rajouter de la précision, de la spécificité pour créer cette niche et se positionner dans cette niche. Donc, par exemple, boisson gazeuse française parisienne. Ah, ok. Là, vous avez une chance de passer devant Coca-Cola. Donc, ce livre, en fait, il explique tout simplement comment se créer une niche mentale. Le personal branding, c'est ça. Il y a un marché qui est immense, les consultants en aviation. Alors là, peut-être un peu moins, c'est vraiment le pire exemple que j'aurais pu prendre dans la salle. Mais imaginons, il y a quand même énormément de consultants. Ben, il faut que toi, tu crées une niche dans l'esprit de tes futurs clients, de ton audience, pour que les gens pensent à toi automatiquement quand ils pensent consultant en aviation. Le personal branding, bien évidemment, il est venu avec le web et les réseaux sociaux. En tout cas, il s'est démocratisé avec le web et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est super facile de se créer un compte en 2 minutes sur n'importe quel réseau social ou même un site internet, de le mettre son nom, son prénom et de commencer à publier tout et n'importe quoi. N'importe quoi est un problème, mais c'est pas le sujet de la conférence. Du coup, aujourd'hui, n'importe qui peut faire du personal branding. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'une société, et ça a été accentué par le web, société conformiste,
à une société distinctive. On voit avant, le schéma classique, c'était faire des études, faire une école, en tout cas études supérieures, avoir une grosse entreprise. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'ailleurs, l'essor des indépendants, c'est rien d'autre que ça. Les gens ne veulent pas forcément appartenir à une grosse entité, ils veulent faire leur propre carrière. Le personal branding, comme je le dis, c'est construire sa propre marque en tant qu'individu. Il y a énormément d'avantages à se mettre en avant plutôt que se mettre en avant à travers l'entreprise. Déjà, ça permet de construire son image professionnelle, ça permet de développer son réseau, parce qu'en fait, plus vous allez partager de la valeur, votre expertise, plus vous allez nouer des connexions. Et ces connexions vont vous ouvrir d'autres opportunités qui vont vous ouvrir d'autres opportunités. Ça permet, comme je viens de dire, de faire connaître son expertise. Si vous n'en parlez pas, personne ne peut le savoir, même si vous êtes très bon. Et enfin, ça permet de forger son autorité. Et je veux que vous reteniez autorité parce que c'est un terme sur lequel on reviendra tout à l'heure qui est super important. Donc, comment identifier son expertise et définir son positionnement? Le personal branding, ça ne se fait pas n'importe comment. Comme je l'ai dit, il y a énormément de gens qui travaillent leur image. Donc vous ne pouvez pas faire arriver et faire n'importe quoi, parce que sinon il n'y aura pas d'impact. Donc il y a quelques règles à respecter. Définir sa USP. Alors notez pas USP, c'est moi qui l'ai inventé pour cette... Donc c'est Unique Selling Personal Brand. C'est ce que j'appelle, en fait, c'est dérivé de la Unique Selling Proposition en startup, la proposition de valeur basique. En fait, c'est quelques questions à se poser pour déjà définir comment on va se positionner sur notre marché. Donc quelle est ma personnalité? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de très avenant, qui aime partager, ou plutôt quelqu'un de un peu plus réservé, qui aime partager plutôt des faits, mais qui ne va pas forcément se mettre énormément en avant sur les réseaux? Est-ce que ça aura un impact sur la manière dont vous communiquez par la suite? Quel est mon domaine d'expertise? Plutôt général, est-ce que je suis quelqu'un qui s'y connaît en SEO? Est-ce que je suis quelqu'un qui s'y connaît en aviation, en food africaine? Je ne sais pas. Quelle est mon audience? À qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à des avionneurs? Est-ce que je m'adresse à des gens qui s'intéressent à l'aviation et pour le loisir? Est-ce que je m'intéresse à des gens qui aiment la food de manière générale ou plutôt spécifiquement la food africaine? Est-ce que je m'adresse aux gens qui aiment porter du streetwear ou pas? Et quel est mon ton? Le ton, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez parler à votre audience. On y reviendra plus tard. Chose hyper importante, ne sous-estimez pas votre valeur ajoutée. Ne sous-estimez pas votre expertise. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Et c'est normal, c'est humain. C'est Malcolm Gladwell qui a dit dans son livre, dont j'oublie à chaque fois le titre, mais qui est super intéressant aussi. En fait, il a fait une étude, c'est un psychologue, il a fait une étude, et il s'est rendu compte que de manière générale, pour devenir expert dans un domaine, ça prend 10 000 heures de pratique. C'est une sorte de règle globale. Sauf que nous, pour faire du personal branding, on s'en fout d'avoir 10 000 heures de pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez toujours apporter de la valeur à quelqu'un. On est tous l'expert de quelqu'un. Un consultant, un consultant en architecture IT, c'est l'expert du directeur de la DSI qui est embauché sous cabinet et qui ne connaît rien. Tu es l'expert de la food africaine pour quelqu'un qui n'a jamais mangé que de la food française. Vous êtes l'expert de vos grands-parents quand ils ont un problème de Wi-Fi. Vous pouvez toujours, en fait, avoir des réponses à des choses qui vous paraissent évidentes et dont la plupart des gens, en fait, n'ont aucune idée. Un autre exemple, moi j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je m'intéresse beaucoup à la blockchain de manière générale pour la techno. Donc j'ai acheté un bouquin qui est super complexe. Et ça, c'est Olivier Roland qui disait dans son livre, il disait, en fait, quand vous achetez un livre qui va un peu en profondeur sur un sujet et que vous lisez ce livre jusqu'au bout, en fait, vous êtes plus expert dans ce domaine que 99% des gens. Parce qu'en fait, la majorité des gens, ils ont des notions, mais ils ne se connaissent pas. Moi, par exemple, la rédaction, écrire des articles, ça me saoule. Je n'aime pas ça. Donc n'importe quel rédacteur qui a l'habitude et qui rédige tous les jours, pour moi, c'est un expert. Il a plus de compétences que moi. Donc ne sous-estimez pas votre valeur ajoutée. Et ça, souvent, c'est un frein pour travailler sur personal branding. Il faut le passer. Vous avez toujours de la valeur ajoutée. C'est ce que j'ai mis là. De par la simple pratique régulière de votre activité, vous pouvez apporter de la valeur ajoutée. Et donc, vous avez des choses à dire. Tout à l'heure, on parlait de ton et d'attitude. Là, je vous ai mis deux exemples. Un qui est Shubham, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un youtubeur un peu business qui a percé l'année dernière et qui fait des vidéos sur plein de sujets de business. Alors c'est bien parce qu'on ne voit pas du tout. En gros, lui, il a un ton vraiment très Startup Nation, il met des emojis, il fait des blagues, etc. Et à côté, il y a une de mes connaissances, Moïse, qui lui travaille dans la pharma
On peut le voir tout de suite, hein, on n'arrive pas à lire, mais ça se voit, lui il écrit un gros pavé, mais avec plein d'infos, et puis lui il met du truc, il pousse, il met du call to action, etc. L'un n'est pas moins bien ou mieux que l'autre. C'est juste une autre manière d'adresser. Lui il s'adresse à des gens de 25-35 ans, Moïse il s'adresse à des gens qui ont 40 ans et qui travaillent dans la pharma. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas la même cible. Enfin, à la fin de l'exercice, parce que c'est un exercice que vous allez faire de déterminer mais quelle va être ma marque, le plus important c'est d'être capable de résumer votre valeur ajoutée, votre activité en une phrase. Ou 2 phrases si vous voulez compléter, mais le mieux c'est une phrase. Là je vous ai mis quelques exemples, donc c'est des statuts LinkedIn, et ça c'est super important. On voit que Guylaine il est formateur LinkedIn et ghostwriter en galerie. On comprend tout de suite ce qu'il fait, on comprend pourquoi il le fait. Cléolia. Non, ghostwriter. Ghostwriter, en fait il écrit pour les autres. Ah, d'accord. Ouais. Cléolia, je vous aide à transformer votre idée en produit à succès. En fait, elle vous aide à faire vos prototypes. Et elle a rajouté nos codes. On comprend tout de suite que c'est des solutions de code. Thibaut, lui, j'écris les posts LinkedIn des dirigeants. Là, c'est évident. Donc l'important, c'est que les gens, en fait, à la fin de votre exercice de réflexion, il faut que les gens ils aient compris tout de suite la valeur que vous pouvez leur apporter et ce que vous faites. Et ça, ce sera super important par la suite, on verra. Les questions, c'est à la fin? Non, je fais pas les présentations. Juste pour savoir, j'ai une question par rapport aux slashers qui multiplient les casquettes comme moi. C'est très compliqué, en fait, je perds souvent mon audience quand je me présente. Et du coup, maintenant, soit je me présente à une casquette ou deux en fonction de l'événement et de l'audience, soit j'utilise des mots un peu fourre-tout comme conseillère, consultante, entrepreneur, qui ne veut absolument rien dire, entrepreneur. Voilà, donc est-ce que tu as un conseil là-dessus? Parce que moi, je vois ces modèles passer sur LinkedIn et je me dis, mais en fait, moi, je fais plein de trucs et des trucs différents. Et c'est assez compliqué à marketer, je trouve, les slashers, quoi. Alors, c'est j'ai oublié ton prénom. Rima. Tu fais ma transition. Ok, nice. Construire et fidéliser son audience. Comment on se construit une audience et comment on fait que ces gens vous suivent dans la durée. Il faut, comme je vous l'ai dit, il y a énormément de gens qui travaillent leur personnellement. Donc il faut se sortir de cette masse, ou en tout cas créer, rappelez-vous tout à l'heure, on a parlé de niche mentale, il faut se créer sa propre niche mentale. Il faut savoir que les gens, votre future audience, ils sont confrontés à des centaines, voire des milliers de contenus à valeur ajoutée tout au long de la journée. Et je ne parle pas des contenus à valeur ajoutée zéro. Les gens, ils voient des posts LinkedIn, des vidéos YouTube, des stories Instagram. Donc, il faut vous sortir. C'est pour ça que je parle de bien résumer son activité très simplement, parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps d'attention à vous accorder. Les gens, ils vont voir votre profil passer. S'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils vont vous oublier tout de suite. Donc, c'est impératif de travailler vos messages et de travailler le contenu que vous allez pousser. Comment ? Je dirais que la réponse à ta question, c'est ça dépend de ton audience et je dirais, du volume d'audience que tu as. En fait, et là je l'ai mis, je pense que quand on débute, il faut vraiment être super précis, c'est pour ça qu'on parle de niche mentale. Je pense qu'au début, il faut choisir. C'est-à-dire que si tu as demain 20 000 personnes qui te suivent, tu peux leur dire que tu fais de l'avion sans parachute et que tu es expert en code, les gens s'en foutent, ils te suivent. Et quand tu débutes, tu ne peux pas commencer par tout. Tu es obligé de choisir une niche, de choisir quelque chose. Donc, comme tu me disais, je pense que tu peux adapter ton audience à qui tu parles, mais par contre, de manière générale, sur les réseaux, sur les sites, sur ce que tu fais, il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui englobe et qui soit assez précis pour parler aux gens. Parce que sinon, les gens, s'ils ne se sentent pas concernés, ils vont partir. Ils vont partir. Et ça, c'est pas forcément propre au personal branding. Tiki, c'est une SaaS. En fait, on est obligé d'avoir une proposition de valeur qui est hyper précise, parce que sinon les gens les regardent, ils font ah ouais c'est pas pour moi, ils partent. Alors mais si regarde, un petit pour toi. Mais si eux ne comprennent pas tout de suite, ils s'en vont. Donc pour te répondre, si tu n'as pas une grosse audience, focus-toi sur ce qui peut t'apporter le plus de valeur sur le long terme. Et puis après tu diversifies quand les gens sont habitués à toi. Tout à l'heure on parlait de définir son audience, là c'est encore plus précis, là, votre audience cible. Tout à l'heure, je parlais des gens qui sont passionnés, etc. Là, c'est vraiment aller encore plus loin. C'est l'âge, l'expérience, le profil. Est-ce que je m'adresse à des débutants? Est-ce que je m'adresse à des gens qui ont l'habitude d'avoir des termes techniques, etc. Parce que tout ça va découler de votre audience. Le type de publication, si vous adressez à des gens de 40 ans, vous n'allez pas faire une vidéo en disant « Salut tout le monde, abonnez-vous », ça ne marche pas.
Si vous vous adressez à des débutants, vous n'allez pas mettre des termes techniques. Si vous vous adressez à des gens qui sont, je sais, enfin, on verra tout à l'heure, mais il y a des gens qui sont uniquement sur certains réseaux comme Twitter qui est très tech, vous allez poster sur Instagram, les gens ne sont pas là, tout simplement. Donc c'est très important de définir votre audience. Le type de publication va en découler, et la fréquence de publication. Alors je l'ai mis ici, je vais vous dire un truc, quand vous commencez à vous construire votre audience et votre image de marque, il faut poster tous les jours. Enfin, il n'y a aucun autre moyen que de poster tous les jours. Parce que, comme je l'ai dit, les gens, ils vous oublient très rapidement au début. Donc ce qu'il faut faire, et c'est bête, hein, mais c'est les marteler. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont vous voir passer. Tous les jours. Et alors au début, ils vont faire, ah, c'est intéressant. Deuxième fois, ils vont faire, ah, il me dit quelque chose. Troisième fois, ils vont me dire, je me dis vraiment quelque chose. Quatrième fois, il me dit, ah, il me dit quelque chose, puis en plus, c'est intéressant ce qu'il dit. Attends, je vais regarder. Cinquième fois, il dire, ah ouais, je m'abonne. Sixième fois, trop cool. Septième fois, il va parler de voix quelqu'un d'autre. Il faut publier très régulièrement. Après, vous pourrez limiter vos publications. Mais au début, la fréquence, c'est hyper important. Le ou les canaux de communication à privilégier, ce que j'ai dit tout à l'heure, on y reviendra plus en détail. Votre audience n'est pas partout. Donc, il faut bien que vous analysiez le réseau, en tout cas le canal que vous ciblez. Petite question. Si vous avez vu. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important dans le personal branding? Le plus important, qu'est-ce qui, dans le personal branding, va faire que ça va vous amener des opportunités, d'autres choses? À mon avis, vu que tu l'as mentionné plusieurs fois, c'est le type d'audience. Dans la mesure où c'est la base Alors, c'est une de la composante. stratégie. Donc, en fin de compte, en commençant par ça, on va pouvoir décliner en tout cas les idées et en tout cas adapter tout ce qu'on va pouvoir faire en fonction du type de public. Si je prends un type de publication, pour pouvoir faire une publication, il faut au préalable que je vérifie mon public. Si mon public est âgé, peut-être que TikTok finalement, c'est pas le plus pertinent. Donc du coup, je dois adapter pareil la fréquence de la publication par rapport au public que j'ai. J'ai peut-être un public des personnes âgées, donc qui ne sont pas très connectées. Donc encore une fois, la fréquence de publication va peut-être pas que je fasse peu, mais que je cible quelque chose qui va les faire kiffer instantanément. Donc, c'est très juste ce que tu dis, et je vais juste un peu plus précis. En fait, ce que tu viens de dire, c'est une composante de la notion, on va juste voir là, sur la prochaine slide. Le plus important dans le personal branding, et c'est pour ça que vous faites du personal branding, c'est l'autorité. C'est rien d'autre. Si vous faites du personal branding et que vous n'avez pas d'autorité, arrêtez, ça ne sert à rien. L'autorité, c'est ce qui va différencier quelqu'un qui connaît vos compétences de quelqu'un qui les reconnaît. Quelqu'un qui connaît vos compétences, vous lui envoyez un CV, qui regarde, il fait ok, c'est intéressant, maintenant il faut que je le teste, il faut que je vois, il faut que je... Quelqu'un qui reconnaît vos compétences, instantanément, il va se dire ok, cette personne est qualifiée pour ce domaine, etc. Je vais vous poser une question. Imaginons, vous lancez, c'est totalement hypothétique, vous lancez une marque de montres connectées. Vous avez votre produit, vous avez votre truc maintenant, il manque la manière de le marketer, la manière de le pousser auprès de votre cible. Donc vous embauchez quelqu'un. Vous avez le choix entre David, qui lui a bossé chez Huawei sur la dernière montre, machin, il a bossé sur d'autres produits assez intéressants. Et de l'autre, et c'est totalement hypothétique, vous avez Steve Jobs. Vous prenez qui? Le vivant. Considérons qu'ils sont vivants tous les deux. Dans la mesure. C'était il y a 5 ans. C'est il y a 10 ans. Ça dépend, moi je prendrais Steve Jobs parce qu'il y aura tout le monde, il y aura une vision, il va me rajouter quelque chose à la montre qui n'existait pas, que Huawei a fait, que Huawei n'a pas pu faire, et du coup je serais bien placé dans le marché. Ok. Oui. moi j'aurais dit Steve Jobs également parce que c'est quelqu'un qui a énormément investi dans la recherche et l'innovation. Ce qui fait que derrière, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une compagnie comme Apple en fait, a un temps d'avance sur beaucoup d'acteurs. C'est qu'en fait, Apple, Steve Jobs, dans notre tête, c'est précurseur et Huawei, c'est ceux qui arrivent après, qui reprennent un peu les technologies, donc les modifiés, etc. En fait, Huawei c'est juste un exemple, c'est juste quelqu'un qui sait vendre des montres. Par contre, Steve Jobs, en fait, c'est pas son métier de vendre des montres, mais par contre, il va rajouter une valeur de visionnaire, quoi, quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché, qui peut-être va nous placer plus.
Bah, Bon, ça, il faut pouvoir le payer. oui, mais imaginons qu'on a beaucoup d'argent. On a levé beaucoup de fonds et on peut cramer du cash. Les réponses, elles sont super intéressantes. Vous prenez Steve Jobs. Et en fait, pourquoi vous prenez Steve Jobs? Ça se trouve, David, il est super compétent, il est même peut-être plus compétent que Steve Jobs. Et Steve Jobs, il a de l'autorité. Pourquoi il a de l'autorité? Qui a un iPhone dans la salle? Oh, super mauvais exemple. Non, mais énormément de gens, des iPhones Steve Jobs, il est reconnu mondialement, mais pourtant vous n'avez pas bossé avec Steve Jobs. Vous n'en savez rien qu'il a une valeur ajoutée, un machin, ça se trouve c'était ses équipes, on ne sait rien. Mais Steve Jobs, il est connu, son expertise est connue, forcément, vous allez instinctivement vous tourner vers la personne dont vous reconnaissez les compétences. Comment on acquiert de l'autorité? On acquiert de l'autorité en partageant son expertise, en faisant des publications régulières, à fréquence très régulière, en ayant de la proximité avec son audience, on en verra tout à l'heure, en ayant de la présence digitale et physique. Steve Jobs, il a fait des keynotes, il a fait énormément de choses en fait. Il n'est pas présent juste parce que c'est Steve Jobs, on l'a vu en vidéo, on l'a vu à des événements. Et tout ça apporte de la preuve sociale qui permet d'avoir de l'autorité. L'autorité, c'est de la valeur perçue. Et on l'a vu tout de suite, je vous ai posé la question, bah oui, David, valeur perçue, on ne connaît pas, Steve Jobs, valeur perçue, énorme. Alors qu'en fait, on n'en sait rien. Il y a le succès aussi d'enfants d'immigrés. Par exemple, ça c'est du storytelling. Ah ouais. Ça c'est la petite surcouche et le petit vernis par-dessus l'expertise qui fait que Ça reste pas toujours étonnant quand on l'apprend. bien sûr. Petit conseil astuce pour gagner en autorité. Pardon. Excuse-moi, je reviens juste sur la slide Yes. précédente. Si j'ai bien saisi, si je veux faire reconnaître mes compétences, du coup, la phase qui précède la reconnaissance des compétences, c'est le partage de mon expertise par le biais de la preuve sociale, donc le fait que les gens relayent. En fait, si tu veux, il faut vraiment, j'aurais dû mettre un peu plus haut, tout part du partage d'expertise. C'est-à-dire que d'abord, tu partages, tu apportes de la valeur ajoutée aux gens. Ça peut être des conseils, ça peut être des documents dans lesquels il y a des explications, ça peut être n'importe quoi, mais il faut apporter de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée qui est publiée régulièrement, les gens vont vous voir régulièrement leur apporter de la valeur. Alors toujours, j'ai fait la présentation dans le sens logique, hein, c'est-à-dire qu'on cible une niche, donc les gens qui vous voient, ils se sont concernés, ils voient que vous leur apportez de la valeur, ils vous voient tous les jours, ah il est intéressant, bah, je vais le suivre. Derrière, et je vais venir, mais il faut être proche de son audience, donc ça passe par pas mal de choses. Il faut être présent, donc organiser des conférences, faire plein de choses, en tout cas en dehors de juste faire des posts derrière son ordinateur, il faut se montrer un minimum. Et tout ça, en fait, à force à apporter de la preuve sociale. Plus les gens vous voient, plus ils vont s'abonner. Plus vous avez d'abonnés, plus les nouvelles personnes qui vont venir vous voir, dire ah, maintenant il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de vues. Donc bah, je vais m'abonner aussi, puisque ça doit être bien. Comme tout le monde a un iPhone, vous l'achetez un iPhone, ça doit être pas mal. C'est pareil, en fait, c'est la même chose. Et tout ça vous apporte de l'autorité. Et donc plus vous avez de l'autorité, plus aux yeux des gens, vous avez de la valeur. J'ai une question, Maxime. Oui. J'y connais rien en SEO, je pense que la réponse doit être sur LinkedIn, mais j'ai eu la flemme. Dis-moi. De temps en temps, tu vois débarquer un message de quelqu'un qui a pas d'audience et qui a sorti un truc très original. Alors, c'est souvent quelque chose d'un petit peu humanitaire, mais des fois, tu as quelqu'un qui va faire une découverte professionnelle, il poste, et là, tu regardes 10 000 vues. Est-ce que ça vient de LinkedIn qui a poussé, ou est-ce que c'est un effet cumulatif? Est-ce que tu sais de la SEO pure? Je ne sais pas si tu as la réponse, mais... Alors, je parle de quelqu'un qui n'avait rien au départ, hein, tu vois, une étudiante qui tout d'un coup découvre une pratique managériale et elle va avoir 10 400 réactions alors qu'elle avait une communauté de 12 personnes. Et au moins, elle a plus une communauté de 12 personnes. En tout cas, elle a une réaction actuellement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme de LinkedIn, il fonctionne, aux commentaires et aux réactions. C'est-à-dire que plus vous avez de commentaires sur un post, plus il va le pousser à d'autres gens. En fait, LinkedIn, vous savez tous, c'est des cercles concentriques, le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Donc au bout d'un cercle, c'est pas une règle absolue, mais je vous explique dans la globalité, plus vous avez de commentaires sous un post, plus LinkedIn va se dire, ok, en fait, cette personne, je peux même pousser le post à des gens qui sont dans son deuxième cercle. Tu vas faire remonter. Voilà. Sachant que dans la hiérarchie de reconnaissance de LinkedIn, les commentaires sont plus importants que les réactions. C'est pour ça souvent que sur LinkedIn, vous voyez des posts avec si vous êtes intéressé, mettez-le en commentaire. C'est juste parce qu'en fait LinkedIn, il capte qu'en fait il y a beaucoup de commentaires, donc les gens il y a de l'intérêt, et donc ils vous mettent de plus en plus. Et c'est comme ça que des gens arrivent à avoir énormément
un reach énorme, parce qu'en fait les gens commentent. On a fait une publication il y a un mois, c'était via mon compte, mais c'était pour Tiki, on venait de dépasser les 300 utilisateurs, et je l'ai mis sur LinkedIn, j'ai dit, je suis super content, on a dépassé, ça y est. Et en fait, tout mon réseau, pour nous féliciter, a commenté. Et le post a eu plus de 10 000 vues, parce qu'en fait tout mon réseau a commenté. Donc en fait, tous les gens de mon réseau ont eu des gens de leur réseau, et en fait c'est comme ça que tu peux avoir des posts qui explosent alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de communauté. À la différence comme YouTube par exemple, où ça marche vraiment par abonné, et là, si t'es pas abonné, à moins d'être vraiment en tendance, la vidéo n'est pas à pousser. LinkedIn, ça marche par personne, pas par contenu. Est-ce que, je suis désolé d'insister spécifiquement, est-ce que ça peut démarrer même pour quelqu'un qui a, toi tu as déjà un peu une petite communauté, donc on sent que l'exponentiel peut assez vite s'enclencher. Mais quelqu'un qui a moins de 100, on va dire, 100, pas followers, mais 100 amis, on va dire, est-ce que ça peut déclencher ou quand même l'algorithme là c'est trop bas et il va pas... Non, il n'y a pas de... ça sera plus dur, c'est sûr. C'est normal parce qu'il y a moins de gens qui vont le voir. Il n'y a pas de limitation. L'algorithme n'enterre pas ton poste si tu as moins de... Il peut aller chercher un truc très bas, c'est-à-dire s'il sent que l'intensité de la réaction, même sur une base faible, est très intense. Tu vois ce que je veux dire? En fait, après, ça dépend si du temps de réaction. Si tes commentaires, tu les as au bout de 3 jours, il va y avoir moins d'impact que si c'est dans les heures après. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais globalement, tu peux... pour répondre très simplement, même sans audience, tu peux... D'ailleurs, il faut bien commencer par quelqu'un. Si je peux, il y a aussi un truc sur LinkedIn qui marche très bien, c'est de taguer des entreprises, même des grosses entreprises. Moi, j'ai eu le cas avec Malte ou avec Leroy Merlin. Même si c'est des grosses entreprises et qu'on a l'impression qu'en fait, elles ne voient pas les posts, le fait de taguer une entreprise de cette taille-là, il y a pas mal de personnes qui vont du coup, dans le réseau de l'entreprise elle-même, aller voir le post. Et en fait, ça nous donne une visibilité énorme. Alors que pour le coup, le post ne partait un peu de rien. Et en fait, on peut se retrouver avec un réseau qui est beaucoup plus agrandi parce que des personnes de tout horizon vont venir voir. C'est pour ça que tu es devenu ami de Jeff Bezos. Pas encore, j'y travaille. Taguer, excusez-moi, taguer, c'est vraiment dans le sens de mettre son nom dessus. En fait, voilà, oui, pas un hashtag. Non, pas un voilà, hashtag. Après, c'était vraiment, enfin moi, c'était de publications où c'était, il y en a une qui parlait d'une pub Leroy Merlin, donc c'était pas du tout une critique ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, j'ai eu plein d'employés, même des responsables magasins, etc., qui sont venus voir mon post. Alors que je parlais juste d'une pub qui était sortie en plus il y a 2 ans. Et en fait, ça permet vraiment d'avoir une visibilité. Et souvent, les entreprises, il y a quelqu'un qui est vraiment responsable LinkedIn ou presque, surtout sur des gros groupes comme ça. Et donc, ça permet en fait d'avoir une visibilité accrue parce que eux sont contents. Le fait de le commenter, ça va ouvrir aussi à leur réseau. Et du coup, c'est exponentiel. Je pensais moi que c'était seulement la personne qui s'occupait du compte, qui voyait en fait. Non, c'était hashtag. C'est ça la force de LinkedIn, d'ailleurs, c'est que ça marche vraiment sur les personnes. Okay, merci. Contrairement à Instagram, en fait, c'est pas du tout pareil. C'est quoi justement l'algorithme d'Instagram? Si je change chaque fois. Énormément. L'algorithme change énormément. Genre, comment pousser un compte, une publication au-delà de sa communauté et du réseau de chaque personne? En fait, il y a une chose de manière générale, et il y a des sites sur les réseaux sociaux, on pourra se focus un peu là-dessus tout à l'heure, mais en fait, les réseaux sociaux, quand le réseau social il est jeune, il a un algorithme qui est très gratifiant pour les créateurs de contenu. Plus le réseau social il a d'utilisateurs actifs et plus il est vieux, plus en fait l'algorithme devient sévère. Il devient en fait, c'est un peu les défauts des réseaux sociaux. Au début, Facebook, c'était incroyable, donc il y a une page, et ça vendait, c'était incroyable. Puis maintenant, il y a tellement de gens dessus, et les gens ont tellement usé les réseaux, que maintenant l'algorithme, il est très sévère. Instagram, ça commence à être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui percent, toujours, c'est pas impossible, mais c'est très difficile aujourd'hui. Donc il y a des stratégies de hashtag, des stratégies, il y en a plein. Et aujourd'hui, comme je disais, l'algorithme change très souvent sur Instagram. Donc c'est difficile de se positionner. Mais je vous propose qu'on se focus sur les réseaux sociaux à la fin. J'ai quelques slides, on va se dépasser juste. Quelques conseils et astuces pour gagner en autorité. Je l'ai dit tout à l'heure, la proximité. Parlez avec votre audience. Parlez, échanger, que ce soit des messages privés, que ce soit si c'est des gens qui peuvent vous apporter quelque chose, proposez un call, proposez une vidéo, quelque chose. Il faut être proche des gens parce qu'en fait, en étant proche des gens, ne serait-ce que par un commentaire, vous allez créer du lien. Et les gens, ils auront ce sentiment de vous connaître. Alors, pas forcément, mais ils seront plus enclins à s'abonner, à parler de vous, si vous leur avez parlé, même au travers d'un commentaire. L'expertise, on en parlait. Et enfin, la présence. C'est faire des webinars, faire des conférences. Les gens, en fait,
voyant apporter de la valeur aux autres, vont se dire ah bah oui, il doit s'y connaître un minimum, il ne peut pas être nul, sinon il ne ferait pas ce genre d'événement. Tout ça, ça vous apporte de la preuve sociale, et plus vous avez de preuve sociale, plus vous avez l'autorité. C'est mathématique. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire des messages impactants. Il faut vous différencier de la masse. Il y a des frameworks qui existent pour ça. On a le VS4C et le AIDA. Alors, le VS4C, très simplement, en fait, c'est ce qu'on a résumé dans les slides d'avant, c'est-à-dire être sûr de la valeur que vous apportez sur le marché, être sincère, votre personnalité. N'essayez pas de mettre des emojis, etc. Si vous en mettez jamais, ça va se voir, les gens ils vont le sentir. Et à défaut, ne mettez pas un truc super sérieux si derrière vous n'êtes pas en adéquation avec le message que vous véhiculez. Clarté, il faut toujours être très clair. Comme je l'ai dit, les gens ils ont un temps d'attention minime à vous accorder. Si vous n'êtes pas clair, c'est mort. Donc ciblez votre niche et inspirez confiance, c'est-à-dire qu'il faut être un minimum transparent. Je veux dans une société où les gens aiment bien savoir ce qu'il y a derrière. Vous d'ailleurs, en fait, c'est le tendance du personal branding, c'est que les gens préfèrent s'associer à quelqu'un, qu'ils peuvent s'identifier, quelqu'un, un homme, une femme, etc., plutôt qu'une entité complètement virtuelle. Le vrai framework que vous devriez un peu étudier, et c'est quelque chose, moi je l'utilise super souvent parce que ça permet de toujours garder en tête en fait, la manière d'être impactant, c'est AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. En fait, que ce soit une vidéo, que ce soit un post, ou même une image ou un carrousel d'images, le message il est toujours construit de la même manière. D'abord, l'attention, en fait, comment vous incitez la personne à cliquer, aller voir plus, ou aller voir la suite de la vidéo. Il faut qu'il y ait comme un hook quand on fait une présentation, poser une question, il faut accrocher votre audience, là c'est pareil. Si elle comprenne ce que vous pouvez lui apporter, désir, vous devez un petit peu connaître quelque chose et vous lui montrer en fait comment il peut arriver à ce désir. Et l'action, alors pas toujours, mais en tout cas sur je dirais le contenu important, il faut que derrière les gens qui vous écoutent, les gens qui vous regardent, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que ça ne sert à rien de pousser de la valeur en permanence si derrière les gens ne vont pas sur votre site ou ils ne vous contactent pas pour faire un devis. Je vous ai mis un petit exemple dans la slide suivante. C'est Thomas Rivol qui est le fondateur d'une boîte qui aide les gens en fait, à cloner des deals. Et il a fait un post LinkedIn que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est super bien construit. En fait, il dit on parle beaucoup de hacks et d'outils magiques, mais tu peux closer 20 000 € par mois avec un simple iPhone. Et ça, en fait, sur LinkedIn, là, je vous ai tout mis, mais sur LinkedIn, ça s'arrête là. Et moi, je l'ai vu, je dis bah ouais, bien sûr, sur voir plus. Oui, je sais bien que je ne vais pas closer 20 000 à la fin du post, mais je clique. Ça, c'est l'attention. Là, il a capté mon attention et mon intérêt. Derrière, il fait voici comment, et il explique. Là, j'ai le désir de faire comme lui, et il m'explique comment faire. Lui, c'est quelqu'un qui poste tous les jours, donc j'ai mis CTA à insérer, call to action à insérer. Il ne le met pas à chaque fois, parce que, bien évidemment, si vous publiez tous les jours, et que chaque jour, on dit hey, abonne-toi, machin, va sur mon site, les gens, ils en auront marre. Donc, il ne faut pas le mettre à chaque fois. Mais en tout cas, s'il avait voulu le mettre, il l'aurait mis à la fin. Il explique. Ok, voici comment faire un mail. Si tu veux aller plus loin, rends-toi sur mon truc et on va vers une landing page, laisse ton email et machin. Mais ça, c'est pour un certain âge. Moi, personnellement, à mon âge, je vois ça. Tu peux closer 20 000 € par mois avec une iPhone. Moi, je base. Je me dis, soit il se fout de ma gueule, soit c'est un phishing, je sais pas quoi. D'où l'importance de cibler son audience. Ouais, parce que toi, tu n'es pas réceptible. Ouais. Et tu l'as dit d'ailleurs au début, quand on s'est présenté, du digital, moi, je suis pas trop. Je suis pas mon métier à la base. Et c'est ça qui est super important. Les gens comme toi, on ne peut pas s'adresser à toi de la même manière qu'on s'adresse à quelqu'un qui est tous les jours sur LinkedIn et qui a l'habitude d'être sur TikTok, YouTube, etc. Donc là, on a la preuve par l'exemple que cibler son audience, c'est super important. On en parlait juste avant. Donc, quel canal choisir pour communiquer? Ça revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a plein. Là, j'ai mis LinkedIn qui est l'indispensable. Je pense que honnêtement, dans le business, même si ce n'est pas forcément votre canal principal, mais il faut être présent. Parce que les gens, ils vous cherchent forcément sur LinkedIn. Après, on a du YouTube, on a du podcast, on a des blogs, il ne faut pas les oublier, on a tendance à les oublier, mais les blogs sont super intéressants. Instagram et Twitter. Et j'ai mis le petit dernier TikTok, on en parlera juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de votre objectif, chaque réseau social n'est pas forcément adapté. Et il y a plein de facteurs à prendre en compte. Déjà, si vous êtes plutôt de tempérament un peu discret, vous n'allez pas vous mettre en avant, vous n'allez pas faire des vidéos, ça ne sert à rien. Si vous n'aimez pas parler et vous bafouillez, ça ne sert à rien de faire des podcasts. A contrario, si vous êtes fort dedans, peut-être privilégier des vidéos. Vous faites quelques posts sur LinkedIn.
Après, pareil, votre audience, est-ce qu'elle est plutôt sur Instagram, sur YouTube? Là, c'est à vous de faire vos recherches. La seule petite chose que je veux mettre en avant et que vous ayez bien en tête, c'est que tous les secteurs d'activité ne se valent pas en termes de présence sur les réseaux sociaux. Si demain vous voulez lancer un business dans les NFT, ça ne sert à rien d'être sur Instagram. Il faut être sur Twitter. Tous les gens qui achètent des NFT sont sur Twitter. Blockchain, crypto, NFT, ils sont tous là. C'est beaucoup politique aussi. Donc, faites vos recherches avant, regardez un petit peu le type de, j'appelle ça des influenceurs, c'est pas forcément, c'est juste des gens qui en parlent, regardez où est-ce qu'ils sont présents et positionnez-vous en conséquence. Et là, je vous ai mis TikTok. TikTok, il est nouveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque réseau social, quand il se lance, son algo, il est hyper gratifiant. TikTok, il est dans ce cas. En ce moment, là, l'algorithme de TikTok est hyper gratifiant envers les créateurs de contenu. Le problème de TikTok ces 2 dernières années, c'est qu'en fait, on a une image de c'est beaucoup de jeunes, c'est des vidéos un peu nulles, et c'est des vidéos un peu nulles sur TikTok. Sauf que TikTok, ça tombe bien parce que j'ai fait des tests, TikTok aujourd'hui commence à se professionnaliser. Mais ça date d'il y a 6 mois, pas plus. Aujourd'hui, TikTok, il compte plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs sur l'année 2021. C'est énorme. Il a dépassé Google en termes de recherche. Donc en termes de volume d'utilisateurs, c'est énorme. Et plus on a des utilisateurs, forcément, plus il y a des opportunités. Aujourd'hui, les comptes TikTok commencent à se diversifier dans l'année. Là où avant, on avait des challenges où les gens pensaient, je n'étais pas dessus, mais là, aujourd'hui, on a du contenu qui parle de bourse, qui parle de voitures, qui parle de sport extrême. On a vraiment énormément de choses. Et on constate aussi qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises qui commencent à se positionner. Et ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être une place pour vous. J'ai fait un test, parce que moi je fais énormément de tests, enfin, je ne prends pas ce qu'on me donne pour acquis, je teste toujours par moi-même, et donc je me suis dit début février, je vais faire un test sur TikTok, on va voir si ça marche. Donc je me suis créé un compte TikTok, Maxime Gadras, et je l'ai fait sur 28 jours, j'ai fait une vidéo par jour pendant 28 jours. C'est pas loin, TikTok, c'est pas comme YouTube qui est très professionnel, et c'est ça aussi l'avantage de TikTok, c'est que comme c'est jeune, les créateurs de contenu ne sont pas professionnalisés. En fait, la plupart des gens ils suivent comme ça, et ça fonctionne. Sur YouTube, allez vous filmer comme ça. 28 jours, une vidéo par jour. À la fin des 28 jours, j'avais plus de 4700 abonnés, 10 800 likes, et surtout, c'est ça le plus important, 156 000 vues. Alors, j'ai pas vendu de produit parce que je parle un peu de business boutique, mais je compte le faire en fait. Là, du coup, justement, ça convertit hyper mal sur TikTok. Alors justement, ouais. Ça convertit hyper mal. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y a beaucoup de jeunes. Donc il y a une audience énorme, mais ça commence à changer. Okay. Je vous en parlais tout à l'heure, mais sur mon application Tiki, on a de plus en plus de gens qui viennent via le profil TikTok. Là, j'ai mis le lien, j'ai mis un lien Tiki d'ailleurs pour traquer en fait qui clique sur mon lien. Il y a énormément de gens en fait qui cliquent. Mais en fait, oui, il y a énormément de gens par rapport aux 56 000, non, mais en fait, c'est que le bonus, 56 000 vues, plus il y en a, forcément, il y en a qui vont cliquer. Donc il y a peut-être une opportunité. Honnêtement, c'est un peu un coup de poker. Je pense pas, il y a 1 milliard d'utilisateurs, le réseau il évolue en permanence. Forcément, ça va évoluer vers quelque chose de plus professionnel. C'est obligé. Maintenant, tous les domaines d'activité n'ont pas forcément percé sur TikTok. Moi, c'est mon conseil perso et vous en faites ce que vous voulez. Je pense que ça vaut le coup de tester. Si ça marche pas, et si ça marche, tant mieux. Mais c'est un canal d'acquisition qui peut être tellement gros à l'avenir que c'est dommage de passer à côté. C'est comme YouTube, il y a 10 ans, pour faire plein de vues, c'était facile parce qu'il y a beaucoup moins de créateurs de contenu. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, TikTok, ça reste assez facile. En 28 jours, 4700 abonnés. Et peut-être que dans 6 mois, il y aura tellement de gens, du coup, ce sera beaucoup plus compliqué de prendre des abonnés. Je sais pas. En tout cas, c'est des tests à faire. Donc on arrive à la dernière partie. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà? Non? TikTok, c'est plutôt peut-être un pont vers un canal de com. Par exemple, Instagram, où c'est plus simple pour convertir en client, enfin plus simple, vraiment plus efficace. Donc plutôt. Alors en fait, mais là encore une fois, c'est un avis totalement perso. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que TikTok, c'est pas très professionnel. Tu fais avoir une présence en fait, c'est tout. Et puis en fait, c'est se faire connaître.
c'est peut-être un peu ça pour moi TikTok, parce que c'est des vidéos ça dure entre 1 et 3 minutes de manière générale TikTok. C'est très compliqué de faire quelque chose de qualitatif sur 1 à 3 minutes. Alors c'est possible, hein, mais globalement le niveau de valeur ajoutée par vidéo sur TikTok, il est hyper faible. Vous êtes sur YouTube, vous pouvez trouver comment construire un live. Il y a de plus en plus de shorts sur YouTube. Ouais. Et alors maintenant, oui, Ils les ça font fait. vachement remonter en fait. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que TikTok ça marchait. TikTok marchait, effectivement. Forcément. Ouais. Donc on est sur un marché qui est en train de se transformer. C'est ça. Si vous voulez vous lancer, faites des tests. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a des gens qui vont exploser sur Instagram malgré l'algo horrible. Il faut tester. Le plus important par contre, c'est juste de regarder, comme je dis, si vous êtes sur Instagram et que vous essayez de vendre des solutions crypto, ça marchera jamais. C'est un peu comme Snapchat, là, je ne sais pas de Pierre, excusez-moi. Mais je suis ravie. Non, en fait, dans Snapchat, c'est un peu différent parce que c'est vraiment une messagerie. C'est ça, voilà. Déjà, c'est éphémère. Alors, je ne suis pas un expert de Snapchat, mais c'est une messagerie. En fait, c'est pas un réseau social au sens où toutes les vidéos sont mises en avant. Puis juste TikTok, l'avantage c'est qu'on peut aussi faire des ponts, contrairement à d'autres applications comme Instagram qui pénalisent si tu essayes de mettre des liens qui sortent vraiment pour aller vers d'autres réseaux sociaux. TikTok il valorise en fait les autres réseaux sociaux et tu peux même ajouter des liens vers ton compte Instagram et YouTube, c'est ça? Je peux faire des transmissions. Moi j'ai vu des gens poster des trucs TikTok sur Instagram. Oui, mais en fait mais ça Instagram marche. ils te le pénalisent. Les plateformes de pénalisent, il y a des textes en fait, le texte. C'est dur, hein. En fait, c'est normal, eux ils veulent que le contenu soit créé sur la plateforme. Ouais, mais en fait, ils pénalisent du moment où ne serait-ce qu'il y a une mention, enfin quand il y a TikTok qui est mentionné ou qu'il y a des contenus, et pareil, en fait, ça, je sais pas si ça a été vraiment prouvé ou pas, mais toutes les plateformes veulent qu'en fait le contenu soit créé sur leur plateforme, et si tu utilises par exemple les polices et les mises en page Instagram sur TikTok, bah, c'est pénalisant, et du coup ils te demandent à ce que des ajouts de texte, des trucs comme ça, hormis ce que tu peux faire sur Photoshop et autres, ce soit fait via leur plateforme. Donc faire attention, mais bon, c'est normal, tu vois, ils veulent attirer le contenu à eux et pas que le contenu réutilisé soit utilisé sur leur plateforme. En tout cas, on a vu comment avoir de l'autorité, comment construire son audience, comment se définir sur un marché qui est quand même assez saturé. Aujourd'hui, le plus important, c'est de transformer cette audience en 20 000, 30 000 qui vous suivent. Et si ces gens passent jamais à l'élection, ça sert à rien. Vous avez eu ma tête. Quelques conseils, parce que encore une fois, il n'y a pas de règle absolue et la conférence ne dure pas super longtemps, donc on ne peut pas rentrer énormément dans le détail. Je n'ai pas parlé de tunnel de vente là, mais on pourra en parler si vous voulez un peu plus tard, vous pouvez me contacter. En tout cas, quelques conseils, et j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut échanger à fond avec son audience, parce que ça crée un lien particulier. Là, c'est la capture d'écran d'une vidéo que j'ai mise sur Netflix qui a fait 73 000 vues. D'accord ? Vu le nombre de vues, ça m'apporte de l'autorité. Je prends mon exemple, je n'aime pas trop me mettre en exemple dans les trucs, mais là je trouvais que c'était assez représentatif. En fait, et tu parlais de slasher tout à l'heure, moi j'ai fait un petit test justement depuis début février parce que je suis passionné de no-code, enfin les nouvelles, je ne sais pas si vous connaissez Bubble, Adalo, je me suis découvert une passion là-dessus. Et du coup, je me suis formé énormément et du coup, je montre, là sur mon TikTok, j'ai montré un peu des clones que j'avais fait, j'ai fait Slack, Netflix, machin. Et Netflix a vachement marché. Et en fait, je me suis rendu compte que suite à ça, il y a plein de gens qui me contactaient en me disant hey, j'ai vu que machin, t'es sur Bubble, est-ce qu'on peut en parler? Alors que moi je suis ici au Tiki, je ne suis pas du tout sur le code. Mais en fait, comme j'ai de l'autorité et que les gens ont vu ce que je faisais, ils font des demandes. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis en fait, c'est qu'ils te contactent sur une autre compétence que tu ne monétises pas, Exactement. mais que du coup, ça peut te ramener des clients sur ce que tu vends. Exactement. Donc ça crée de l'autorité, pas nécessairement sur Alors, ton cœur de métier. Ça dépend. Ces gens-là, par exemple, je ne leur vends pas Tiki parce que c'est pas le but. Mais ça pourrait. En fait, moi j'ai juste mis, pour tout vous dire, j'ai juste mis sur mon profil TikTok no code, je sais pas. Et sur mon profil LinkedIn, j'ai juste mis une mention après la mention de Tiki, donc vraiment. J'ai mis quoi? Un truc sur le no code. En fait, les gens l'ont vu, ont vu cette vidéo et m'ont contacté. Tout ça parce que après je leur ai parlé. Et du coup, si on a de l'échange plus de l'autorité, on a des recommandations. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, alors je ne me compare pas du tout à Steve Jobs, mais tout à l'heure j'ai pris l'exemple de Steve Jobs. En fait, vous avez l'impression de le connaître parce que vous avez l'impression que cette personne est
proche de vous, entre guillemets, Steve Jobs, vous avez votre iPhone dans la poche, vous savez que c'est Steve Jobs de loin, machin, vous dites, ah bah oui, tu as besoin d'un designer, bah, Steve Jobs. Bah, en fait, là, c'est un peu le même principe. Moi, j'ai échangé avec énormément de gens, notamment celle de Julie, sur le no-code. Et en fait, il y a eu un post, il y a quelques temps, il y a un mois, sur LinkedIn, où il y a Sarah qui recherchait qu'est-ce qu'elle a dit, un super freelance spécialiste du développement no-code. Et Julie m'a dit, Maxime Grasse. Je dis, ah bah non, c'est pratiqué en fait. Et c'est super intéressant ça, parce que juste parce que j'ai échangé avec elle et que j'ai un peu d'autorité, enfin j'ai pas fait de blog sur le no-code, j'ai un peu d'autorité et j'ai échangé avec elle, bah, les gens vont au courant. Alors en l'occurrence aujourd'hui c'est pas mon business, mais ça pourrait. Et du coup ça pourrait aller beaucoup plus loin, parce que les gens ont le sentiment de me connaître. J'ai fait une visio, moi je fais beaucoup de Google Meet. Conseil perso, téléphone, il n'y a que la voix, c'est un peu impersonnel. Une visio, les gens ils vous voient. Alors, encore mieux si c'est en physique, mais après il faut avoir un peu du temps. En tout cas, visio c'est génial, parce que les gens vous voient, vous pouvez changer, il y a des émotions qui passent sur le visage, et les gens ont vraiment ce sentiment de mieux vous connaître en fait, tout simplement. Et donc, s'ils sont persuadés de votre valeur ajoutée, à leurs yeux vous avez une forte valeur perçue parce que vous avez l'autorité, le jour où il y a quelqu'un qui a besoin, bah, ils vous prendront. C'est logique. Ensuite, et là j'effleure le tunnel de vente, mais je ne veux pas rentrer là parce qu'on pourra en parler 3 heures encore. Votre profil, votre page de profil, votre site internet, quel que soit le canal que vous utilisez, c'est votre vitrine, c'est votre landing page. Landing page, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une page d'accueil. Tout simplement, c'est une page d'accueil, c'est permettre à ses prospects, donc ses potentiels futurs clients, de comprendre ce que vous faites et de les inciter à passer à l'action, quelle que soit cette action, etc. Chaque page qui vous représente est votre landing page. Donc il faut qu'elle soit optimisée. Je commence par ce site internet qui est Gaëtan, c'est un utilisateur de Tiki qui lui est RA, enfin chasseur de tête freelance. On arrive sur son site, tout de suite, restez focus sur votre projet, je m'occupe de trouver le prochain. Et là on peut cliquer, on peut lui demander un devis ou on peut lui demander un call. Tout de suite, on comprend tout de suite ce qu'il fait. Là ça c'est mon profil. Maxime Gadras, j'ai mis une bannière, ce que je fais, en tout cas ce que mon entreprise fait, outil de gestion tout en un pour indépendants et petites entreprises. J'ai résumé en une phrase, comme je vous l'ai dit sur les premières slides, permettre aux indépendants et TPE de se concentrer sur leur cœur de métier en optimisant les tâches administratives. J'explique un peu plus. Et là, il y a, alors, sur LinkedIn, c'est un call to action message, on peut me contacter directement. La présence que vous avez sur le net, c'est potentiellement une porte d'entrée pour vos prospects. Si elle n'est pas optimisée, ce que je vous disais tout à l'heure, si les gens arrivent sur votre profil et qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites, ils vont partir, forcément. Est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ce qu'on vient de dire? Ouais. Ouais, je voulais juste revenir sur. Sur l'identification d'expertise. Yes. Tu avais donné un des aspects, c'était le ton. Quel est mon ton? Est-ce que tu pourrais juste revenir sur ce point-là? Parce que j'ai pas capté. Bah, en fait, le ton, on l'a exprimé. Tu parles à Wafa. On l'a vu tout à l'heure avec Wafa, tu vois, quand j'ai montré cette slide-là, où je montrais 2 exemples. Voilà. 2 exemples de postes, j'ai pris LinkedIn parce que c'est plus évident, tu vois. Le ton que tu vas utiliser, en fait, il y a 2 facteurs à prendre en compte. Le premier, c'est avec quoi tu es à l'aise, qu'est-ce qui est en accord avec ta personnalité. Parce qu'on a tendance à croire sur Internet qu'on peut être qui on veut. C'est vrai, c'est faux en même temps. Tu peux être qui tu veux, tu peux effectivement poster et faire croire à des choses sur ta personnalité, sur ton métier, mais en fait, quand c'est pas en accord avec ce que tu es vraiment, au bout d'un moment, les gens ils vont le sentir. Parce que tu vas pas bien le faire. Tu vois, il va y avoir des indices qui vont montrer qu'en fait, il va y avoir quelque chose de bizarre. Donc le ton, la première chose, c'est déjà, faut que tu sois à l'aise avec la manière dont tu communiques, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou même en vidéo. La deuxième chose, c'est le ton, donc adapté à toi et ensuite adapté à ton audience. Wafa, tu vois, elle ne se reconnaît pas du tout dans l'autre poste, tu vois, faire plus de 20 000 €, il y a des gens sur qui ça marche très bien parce qu'ils ont l'habitude d'avoir ce type de poste. Et des gens sur qui ça ne marche pas du tout. Pourquoi? Parce que leur profil est particulier. Donc un conseil, ce que tu peux faire pour essayer de trouver le ton qui est adapté à ton audience, c'est aller voir des gens qui sont dans à peu près le même domaine que toi, ou le même domaine que toi, c'est encore mieux, et voir comment eux s'expriment.
Et tu fais un peu une moyenne, tu dis ok, globalement, les gens ils s'expriment plutôt comme ça. Donc tu as une ligne directrice de comment je vais communiquer. Après, tu peux l'adapter à toi, mais il faut pas être. En fait, l'important c'est de ne pas être en trop gros décalage, que ce soit avec toi ou avec ton boss. Sinon, ça ne marchera pas. Il y avait d'autres questions sur ce qu'on a vu. LinkedIn. Yes. Gros sujet. Moi, je me suis beaucoup renseigné. À l'époque, j'ai essayé pas de créer une image, mais un peu de partager un peu avec ma communauté sur LinkedIn. Et j'avais remarqué que pour un réseau social quand même de cette ampleur, parce que c'est pas nouveau, ça a été racheté je ne sais plus combien de milliards par Microsoft, moi je trouvais depuis plusieurs années que l'algorithme quand même de LinkedIn était pas mal éclaté quand même. Je crois pouvoir le dire. D'un point de vue hashtag, etc., les choses ne matchent pas et ça n'a pas trop l'air de beaucoup évoluer, je trouve. Non, ça ne pas. Donc on m'a beaucoup conseillé ce principe des commentaires qui faisait beaucoup remonter les posts, mais ça peut être totalement annulé par exemple ce qu'on appelait à une époque des hijacks de hashtags. Par exemple, moi mon industrie est tellement nichée que sur LinkedIn, je crois que j'ai été le deuxième à utiliser le hashtag de mon domaine de compétences. Donc pendant très très longtemps, je remontais très très haut sur l'algorithme LinkedIn. Le problème, c'est que s'il y a une figure d'autorité, par exemple une grande marque dans mon domaine de l'aviation, ça peut être Airbus, qui utilise ce hashtag, forcément il te passe devant alors qu'ils n'ont pas spécialement apporté grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a leur image qui est déjà véhiculée et qui arrive sans trop d'efforts. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne? J'ai un peu laissé tomber LinkedIn par rapport à ça. Voilà. J'ai un historique, si tu veux, j'ai fait en sorte que certains de mes commentaires, parce que non seulement les gens qui commentent sous nos posts les rendent visibles, mais le fait aussi de commenter sur les posts des autres apporte une forme de visibilité. Voilà. Aujourd'hui, je ne sais plus trop ce qui marche. Alors en fait, c'est totalement juste ce que tu dis. Il y a un moment donné où justement, quand il y avait les hashtags en fait étaient complètement et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se fait plus tout. Les hashtags. En fait, les gens ont délaissé complètement les hashtags sur LinkedIn et se concentrent uniquement sur cette histoire de cercle concentrique. Et en fait, il y a une tendance qui date honnêtement, je crois que c'était il y a 1 mois et demi. Sur LinkedIn, on a vu apparaître les premiers vrais influenceurs LinkedIn. Et quand je dis vrais influenceurs LinkedIn, c'est parce qu'ils font des posts sponsorisés. Avant, ça n'existait pas. Avant, sur LinkedIn. Sponsorisé sur LinkedIn. Voilà. Et bien, on a vu. Alors, par leur boîte Non, par une marque qui les contacte, parce qu'il y a des gens qui commencent à avoir des audiences sympathiques sur LinkedIn, des mises 10 000, 20 000. Vous connaissez Harold Gardas, comme média, un type qui fait des vidéos pour. Il commence à vraiment exposer des pubs à la télé, etc. Et lui, en fait, ça fait partie d'un des tout premiers vrais influenceurs LinkedIn. Je crois que c'est un. Ah oui, c'est l'application de trading eToro, non c'est pas eToro, enfin c'est un truc un peu comme ça, qui l'a contacté pour qu'il fasse un post sponsorisé. Et ça date d'il y a vraiment 1 mois et demi ou 2 mois maximum, je crois. C'est récent. C'est très récent. Avant, ça n'existait pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on constate par là? C'est que les marques, elles voient qu'il y a des gens qui ont de plus en plus grosse communauté, et donc ils commencent à les contacter. Là où avant, LinkedIn, c'était vraiment très professionnel. Donc pour te répondre, ce qui fonctionne aujourd'hui, publier très régulièrement, et essayer d'engager les gens sur les posts. Il n'y a pas d'autre manière. Mais pour le faire depuis quelques temps maintenant, ça marche vraiment bien. En fait, tout à l'heure, on parlait du taux de conversion sur TikTok qui n'était pas dingue. Sur LinkedIn, il y a vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis que le LinkedIn, c'est vraiment indispensable. Parce que même si en termes de reach, c'est pas énorme, en fait, les gens sont tellement plus qualifiés et tellement plus enclins à passer à l'action sur LinkedIn qu'en fait, ça vaut. Ça vient plus des gens. Complètement. C'est-à-dire que. Ah oui, et les MP, enfin les messages privés LinkedIn, en fait, marchent vachement bien. Moi, vraiment, j'ai des gens sur Tiki qui viennent juste parce qu'ils ont vu mon post et qu'après je leur ai envoyé un message en message privé, ils ont l'impression de me connaître, on se fait une visio et puis après ils s'abonnent parce que ah bah ouais, t'es trop cool, en plus c'est français, c'est génial. Alors qu'à la base, c'est pas du tout. Mais en fait, les gens sont très qualifiés sur LinkedIn. Donc je pense qu'il ne faut pas se focus sur le reach, le volume de gens qu'on peut atteindre.
mais plus sur la qualification des gens. Et là, il y a vraiment, en ce moment, en tout cas, ça peut toujours évoluer. Enfin, ça se travaille, hein, parce que moi, j'ai toujours trouvé personnellement LinkedIn barbant. Et Mais vous ça, voyez les postes ça, de certains de mes collègues, plus ou moins bien placés, qui en foutaient pas une et qui se faisaient passer pour Einstein ou je sais pas quoi sur le truc, ça me foutait les boules. Le mec, il arrivait à se faire. Après, de toute façon, même sur YouTube, il n'y a pas que LinkedIn. Je suis arrivée pas comment ça revient Et après, ce qui est intéressant également sur LinkedIn, c'est qu'on peut, se promouvoir en tant que personne, mais on peut utiliser un personal branding pour promouvoir notre marque. Moi, c'est plutôt ce que je fais en ce moment pour Tiki. Mais en fait, je pensais justement, vous êtes plutôt sur le B2C, là, street food, streetwear. En fait, justement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous connaissez la marque Respire Qui cartonne. En fait, pourquoi elle cartonne? Parce que Justine, je me souviens que c'est Justine, et en fait, elle s'est mis énormément en avant. Elle a eu un super storytelling et elle a fait un carton d'abord sur LinkedIn. Ah ouais? C'est marrant ça. D'abord sur LinkedIn. Je pensais que c'était Insta. Ouais, moi aussi. C'est Insta ensuite. Mais d'abord Et sur LinkedIn. les deux ont commencé plus en ouais, même temps. sont nourris, Et sur ouais. LinkedIn, les gens pouvaient vraiment. Insta, c'est des photos. Oui. LinkedIn, les gens ils peuvent parler, ils ont des messages privés. Ouais. Et on en parle beaucoup moins LinkedIn. Mais en fait, les posts LinkedIn, vous pouvez les regarder, ils ont commencé quasiment au même moment qu'Insta. Alors peut-être qu'elle a commencé Insta avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que dans sa courbe de croissance, le moment où Respire, c'est commencé à se faire connaître. En fait, Insta, c'est très bien, mais tu n'échanges pas avec quelqu'un sur Insta. Par contre, tu échanges avec quelqu'un sur LinkedIn. Elle a peut-être mis en avant son côté entrepreneur, etc. Ouais, Le produit est arrivé, après, voilà, Insta. Et C'est aussi la question de son expertise quand même. Ah oui, alors ça, c'est encore un autre. Non, parce que j'ai l'impression qu'elle faisait beaucoup de choses qui gravitaient potentiellement autour de son produit, tu vois. Participe à, je sais pas moi, au train d'ici, au train de tatouer, je sais pas quoi, mais globalement, fondamentalement, il n'y a pas beaucoup d'expertise. Le réseau aussi, c'est ce que tu disais, Le c'est réseau, se faire les voir réseaux, partout et la valeur perçue aussi, c'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement ce qu'il y a là. Alors, c'est juste, en fait, alors, Tu vois, en demi-teinte, elle a mais en fait, et et c'est là un peu toute la nuance, c'est-à-dire que quand on est des gens bien et honnêtes, il faut partager l'expertise. Et maintenant, après je dis pas qu'elle est pas honnête, attention, en plus. Non, je sais pas pour elle, j'en sais rien. Ce que je dis, c'est que de manière générale, vous pouvez zapper, hein, mais c'est nul. Enfin, si vous êtes là, c'est pour travailler votre personal branding, apporter de la valeur aux gens. À partir de là, voilà, plus vous partagez l'expertise et plus vous faites des publications régulières, et plus après le cercle vertueux va s'enclencher. Et comme tu dis, genre, il y a un trail, un machin, un truc, bah en fait c'est présent dans sa vie. Elle est partout. Ah ouais, elle fait ci, ah elle fait ça, ah elle a mis son podcast, ah elle met tout machin, et du coup ça fonctionne. Et pour le coup, je sais, parce que je m'étais renseigné qu'elle a quand même une belle, elle est très bien entourée, mais elle a quand même une bonne expertise. Enfin, on n'en arrive pas là où elle en est sans expertise et sans talent, mais en tout cas. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que on a la preuve, encore une fois, par exemple, que c'est super important. Elle se vend pas en tant qu'experte de Non, tu vois. Et alors ça, c'est un point qui est super intéressant. C'est plutôt sur la capacité à être RSE, à être vertueuse, et etc. Voilà, on va terminer là-dessus. Je vous dis sur TikTok et après Libère. Du coup, je vais juste terminer là-dessus parce que c'est super important. Je vais revenir sur cette slide. Ne sous-estimez pas votre valeur ajoutée, mais ne trompez pas non plus les gens, ne vous survendez pas non plus. 1, ça sert à rien, 2, ça va se voir, et 3, sur le long terme, c'est forcément négatif. Vous avez toujours de la valeur ajoutée, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un expert absolu. Vous n'êtes pas obligé de dire ah bah, je débute, machin, j'y connais rien, mais allez-y, regardez, je vous partage 2-3 trucs sur. Non. Ne le dites pas, les gens vous verront bien par rapport à ce que vous partagez. Mais je pense que c'est vraiment ça le plus important dans le personal branding, c'est encore une fois d'être en adéquation avec soi-même. Ça veut dire sa personnalité, mais également son expertise et ce que vous pouvez apporter. Ne vous survendez pas, parce qu'à un moment donné, quelqu'un va s'en rendre compte et ça va détruire, parce que pour le coup, avoir des avis positifs, des gens qui vous recommandent, c'est super, mais par contre, il y a une personne qui essaie de vous placer. Surtout si vous êtes en tort. Donc, voilà, soyez en adéquation avec ce que vous êtes.